Julien Mendez, 32 ans et j'ai été diagnostiqué de la SLA le 5 mars 2025 dernier. Alors je suis un grand passionné du monde de l'entreprise, du business, de l'entrepreneuriat. Je fais moi-même du conseil en stratégie et excellence opérationnelle au Luxembourg et en France. J'ai également des projets entrepreneuriaux, mais j'ai surtout une jeune carrière de sportif de haut niveau en athlétisme et en triathlon avec quelques titres nationaux. Donc j'ai été diagnostiqué officiellement le 5 mars dernier, en 2025. J'avais à l'époque 31 ans. Ça a commencé en juillet-août 2024. J'ai chuté quelques fois. Je sentais quelque chose de bizarre dans mes jambes. Dans un premier temps, j'avais un ami médecin du sport. Ça a été lui qui m'a fait une ordonnance pour faire un IRM cérébral et IRM de la moelle épinière. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une vraie zone d'errance médicale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant très longtemps, on ne sait pas. On ne sait pas parce que les premiers résultats médicaux, les premières prises de sang, les premiers IRM vont se révéler nickel chrome. La SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie assez spécifique et neurologique. Du coup, il faut essayer de gagner un maximum de temps pour avoir ce premier rendez-vous auprès d'un neurologue qui, lui, pourra potentiellement poser un diagnostic. J'ai suivi ce parcours-là et voilà, on a mis toute la machine en marche de l'ensemble des examens médicaux que toutes les personnes atteintes de SLA connaissent et le diagnostic est officiellement tombé le 5 mars. Et je ne suis pas de nature à me dire le ciel s'effondre. Je me suis tout de suite dit bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance par rapport à ça? Alors pas d'un point de vue médical parce que ça me dépasse un petit peu, c'est quand même des sujets neurologiques complexes, mais d'un point de vue pratico-pratique, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont les projets qui sont encore possibles pour moi, à quoi va ressembler ma vie demain, quoi. Le plus difficile pour moi, après cette annonce, c'est la nécessité d'avoir besoin d'autrui. J'ai une personnalité qui est très autonome, j'ai envie de me débrouiller tout seul. Comme dit souvent ma maman, aide-toi et le ciel t'aidera. Malheureusement, dans le cadre de la maladie, on est obligé de faire appel à l'autre. Et la deuxième chose un petit peu plus compliquée, c'est comme je le disais précédemment, le sport c'est très important pour moi, ça fait partie de toute ma vie, c'est ce qui m'a élevé d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ne plus être en mesure de ne faire rien du tout, même pas du yoga, c'est assez compliqué pour moi, mais je trouve que le corps humain ou l'esprit humain est tellement riche que il a horreur du vide, donc je ne fais plus de sport, mais je fais beaucoup d'autres choses que je ne faisais pas avant. Donc je trouve que c'est un peu la beauté de la chose. Donc est-ce que je connais les causes? Alors non. En l'occurrence, je sais qu'il y a 90% de risque que ça soit sporadique, c'est-à-dire complètement de manière aléatoire, ça peut toucher quelqu'un dans la population. Et c'est ça vraiment la difficulté de cette maladie, c'est qu'on peut avoir très bien une vie très saine, on peut faire beaucoup de sport, on peut faire des belles études, on peut avoir des projets extrêmement ambitieux, on veut fonder une famille, on veut avoir une vie riche et ça peut quand même nous arriver. Donc c'est ça la difficulté de cette maladie, c'est que ça peut toucher n'importe qui, soit soi-même, soit quelqu'un de nos proches. Comme je le dis souvent, pour moi, la plus grosse difficulté que j'ai dû gérer au moment de l'annonce, ça n'a pas été moi-même, mais plutôt la douleur qu'une telle annonce provoque à l'entourage. Que ça soit mon entourage très proche, ma compagne, que ça soit ma sœur, ma maman. Évidemment qu'au quotidien, c'est plutôt ma compagne qui justement m'accompagne dans les actes du quotidien, dans les difficultés. Et comme elle dit régulièrement, je trouve cette notion très intéressante, c'est que la SLA, c'est une maladie compliqué dans le sens où si quelqu'un du jour au lendemain devient handicapé, après peut-être un accident grave, etc., il peut peut-être plus se servir de ses jambes, mais les paramètres, ils resteront les mêmes tout au long de sa vie. Le problème de la SLA, c'est qu'un jour, on a un état, demain, cet état, il est différent, après-demain, il est encore différent, et donc c'est difficile de s'adapter. Et c'est ça vraiment la difficulté avec la SLA, c'est que c'est compliqué de se projeter ou d'envisager le futur avec une situation aussi qui se dégrade aussi rapidement.
Alors j'ai connu l'ARSLA simplement en tapant sur internet association SLA France, mais j'aurais pu la connaître de plusieurs manières différentes parce que si je devais résumer, je dirais que l'ARSLA a vraiment 3 volets principaux. Le premier, c'est la partie, on va dire, accompagnement. Le deuxième, c'est plutôt la partie défense des droits pour les patients et les aidants. Et la troisième partie, je dirais, c'est la recherche. Pour ce qui est de l'accompagnement, il y a l'accompagnement des malades, mise à disposition près de matériel, ça peut être rendez-vous avec des ergothérapeutes, ça peut être également auprès des aidants, via des groupes de parole pour les aidants, par exemple avec des psychologues, et ça peut être également l'accompagnement dans l'organisation d'événements ou de projets qui visent à lever des fonds pour cela. Nous, typiquement, en relation avec les organisateurs de l'épreuve, on a pu mettre à disposition des dossards solidaires pour la Marlienne, une course qui se déroule dans les environs de Metz, pour pouvoir récolter de l'argent sur la base des dossards. Le deuxième volet, c'est la défense des droits, comme je l'ai mentionné. L'ARSLA travaille aussi avec les personnalités, le monde politique, pour pouvoir faire avancer les droits de cette maladie si spécifique. Et enfin, la partie recherche, c'est l'ARSLA finance, cofinance ou fait en sorte d'accélérer la recherche pour trouver des traitements visant à ralentir et ou potentiellement après-demain guérir de cette maladie terrible. Alors je fais effectivement en ce moment même partie d'un essai clinique, l'essai SEALS comme on appelle ça, qui d'ailleurs a été un projet cofinancé par l'ARSLA et le laboratoire en question. La chose très intéressante à comprendre sur un essai clinique, évidemment le protocole expérimental vise à tester un nouveau médicament pour potentiellement ralentir l'évolution de la maladie, voire la stopper, voire demain potentiellement en guérir. Mais les neurologues m'ont bien dit dès le début, quand on rentre dans un essai clinique, c'est pas dans l'espoir de guérir. Il faut y aller pour servir la communauté, pour servir la science, pour se dire, et c'est exactement ça que je me dis, ça ne me servira peut-être pas à moi, mais ça servira potentiellement aux autres qui viendront après, pour faire avancer la science. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je suis rentré dans cet essai clinique, surtout que dans tout essai clinique qui se respecte, il y a un pourcentage de chances qu'on ait un placebo. Donc aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de si j'ai le traitement ou si j'ai le placebo, mais je trouve extrêmement important, moi en tant que malade, comment je peux faire avancer la cause de cette maladie, c'est en l'occurrence en participant à un essai clinique. Où est-ce que je puise ma motivation au quotidien? Je dirais dans l'espoir. Alors non pas l'espoir de guérir, dans le sens où cette chose-là me dépasse un petit peu, c'est des données médicales et je fais confiance à la science et aux professionnels de santé. Mais en revanche, dans l'espoir de continuer à faire des choses qui me font vibrer, à mener des projets, à continuer à travailler, à écrire un livre, à faire une exposition photo, à continuer à profiter de mes proches, de ma compagne, de mes différents proches, à éventuellement faire des voyages. Voilà, c'est ça la vie, c'est de continuer à avancer et avoir des projets. Donc il y a quelques projets en cours que je mène, en lien plus ou moins avec la maladie, et comme je dis à toutes les personnes qui m'entourent dans ces projets, je ne veux pas que mes projets soient centrés uniquement autour de la maladie, parce que je pense que quand une personne elle est malade, il ne faut pas la réduire à sa maladie. La personne elle a eu une vie avant, elle aura une vie après, quand bien même avec la maladie, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc aujourd'hui mes projets, il y en a on va dire 2 principaux. Le premier, c'est un livre qui se veut collaboratif. J'ai à cœur de faire participer des personnalités politiques ou du monde économique, à savoir des chefs d'entreprise, et des sportifs. C'est 3 domaines qui me passionnent énormément dans la vie, l'économie, la politique et le sport. Donc j'ai envie de les faire participer. Et l'idée, c'est de faire un livre autour de quelques citations qui m'inspirent énormément dans la vie, pour pouvoir prendre des exemples concrets, eux, de leur vie, qui viennent étayer ces différentes citations. Le deuxième projet que je pousse, c'est une exposition photo. Il y a une photographe qui a un super cachet, qui a une belle expérience, qui est jeune et qui prend part au projet de manière complètement bénévole. Elle nous accompagne dans mon intimité, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, que ce soit à la maison, que ce soit dans des rendez-vous divers et variés, pour ensuite
faire une exposition photo et montrer la maladie et ma vie en dehors de la maladie sous un angle un peu différent. Et l'idée évidemment de tous ces projets-là, c'est in fine de lever des fonds. Lever des fonds pourquoi? Pour, en l'occurrence, la recherche, l'accompagnement des malades, l'accompagnement des aidants et tout ça notamment au travers de l'ARSLA. Ce que je souhaiterais qu'on retienne de mon témoignage, il y a deux choses. La première, c'est que chaque don compte. Chaque don compte pour aider les patients, les malades. Chaque don compte pour aider les aidants dans cette épreuve difficile d'accompagnement des malades. Et évidemment, chaque don compte pour la recherche, pour donner les moyens au laboratoire de se pencher sur la maladie de Charcot. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'était ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Car moi, je me suis rendu compte que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne sera peut-être plus en mesure de le faire demain. Donc c'est très important de vraiment profiter de sa vie à l'instant T.